This podcast is brought to you by HEC Paris. Donc, bonjour à tous. Là, on va continuer le cours que nous avons fait la semaine dernière. Nous allons reprendre notre objectif, souvenez-vous. Notre objectif était d'essayer d'expliquer une variable, prix forfait jour. Donc, on a une variable y égale prix forfait jour. Et cette variable, nous avons essayé de l'expliquer de manière un peu plus précise, avec un modèle un peu plus sympathique, un peu plus précis que le modèle de régression simple que nous avions vu ensemble. Je vous rappelle qu'on avait fait un modèle prix forfait jour en fonction du nombre de pistes. Et donc, au lieu d'avoir un modèle de la forme y égale b0 plus b1 x, on a essayé de mettre en place un modèle de la forme y égale b0 plus b1 x1 plus b2 x2, ainsi de suite, plus bk xk. Plus une erreur. Ou alors un chapeau. Okay, donc, estimer le prix par rapport à un certain nombre de variables. Okay, donc, on a réfléchi à ça la semaine dernière et on a vu que c'était pas plus compliqué que la régression simple, que le modèle qu'on avait mis en place, où on avait pris un peu de temps pour mettre en place le modèle de régression simple, en fait, on pouvait l'utiliser sur la régression qu'on appelle donc régression multiple. Pour cela, on a utilisé la méthode des moindres carrés, exactement de la même manière. La méthode de moindres carrés, disant, on va essayer de minimiser les erreurs entre les estimations et les vraies valeurs. D'accord? Donc, toujours, on minimise somme de yi moins yi chapeau au carré. D'accord? Donc ça, c'est la méthode des moindres carrés qui s'applique également en régression multiple. Pour cela, on a vu qu'il y avait pas mal de calculs matriciels derrière ça, d'algèbre. Je vous ai dit que ce n'était pas notre problème. Nous, ce qui était intéressant, c'était de savoir que des logiciels, et c'est là où on commence à comprendre la pertinence d'utiliser des logiciels dédiés aux statistiques comme SPSS, des logiciels sont capables de calculer directement ces coefficients. Donc, on a sur l'écran, vous avez le modèle qui a été estimé grâce à SPSS, grâce à cette méthode des moindres carrés. Donc, souvenez-vous, ce modèle, je l'appelle modèle complet. Je l'appelle modèle complet. Pourquoi modèle complet? Parce que j'ai mis toutes les informations dont je disposais. C'est-à-dire que j'ai tout mis dans mon logiciel, j'ai tout mis dans mon fichier, toutes les variables que j'avais. Certaines étaient pertinentes, certaines, vous m'avez dit, elles ne sont peut-être pas pertinentes. Est-ce que c'est judicieux de mettre le kilométrage de ski de fond? Est-ce que c'est judicieux de mettre le nombre d'hôtels? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des questions que vous vous êtes posées. Et d'autres remarques que vous avez faites également, qui étaient tout à fait judicieuses. Est-ce que ça ne pose pas de problème d'avoir des variables qui ont les mêmes informations? Quelles sont les variables qui ont les mêmes informations? Sensiblement les mêmes informations. L'altitude station, l'altitude au sommet des pistes, nombre de remontées mécaniques, nombre de pistes, capacité hôtelière, nombre d'hôtels et nombre de lits. Ça, on s'est dit peut-être que ce sont des variables qui peuvent être un peu redondantes. D'accord? Il peut y avoir de l'interaction entre ces variables-là. Donc, tout de suite, vous avez soulevé qu'il pouvait y avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on a remarqué également? On a remarqué plusieurs choses. On a remarqué que sur les coefficients de ce modèle, nous avions des signes négatifs. Est-ce que ces signes négatifs sont pertinents? Par exemple, devant le nombre de remontées mécaniques, vous voyez que le coefficient devant nombre de remontées mécaniques, c'est, donc si je prends le coefficient B remontée mécanique, c'est
moins 0,0111. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a de remontées mécaniques, plus le prix va baisser. Et c'est contre-intuitif. On n'imagine pas que ça soit naturel, ça. Hein, on a tendance à croire que c'est le contraire. Bon, donc est-ce qu'il y a un problème derrière ça? Est-ce que c'est un signe qu'il faut prendre en compte ou pas? On ne sait pas trop. Dernière remarque que vous aviez soulevée aussi la dernière fois, c'est que toutes les variables sont dans des unités différentes et ne sont pas forcément comparables entre elles. Donc, on avait dit, attention, la valeur du coefficient, la valeur absolue du coefficient, la valeur intrinsèque du coefficient, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier parce que, par exemple, altitude de piste, si au lieu de le prendre en mètres, je le prends en kilomètres ou en millimètres, je vais multiplier par 1000 le coefficient ou diviser par 1000 le coefficient. Et donc, ce n'est pas pour autant que l'altitude piste a plus ou moins d'importance. OK? Donc voilà, tout ça, c'est des problèmes qu'on avait soulevés la dernière fois. Donc, je vous avais dit, on va essayer de regarder, est-ce qu'un coefficient a de l'importance? Est-ce qu'une variable a de l'importance ou pas? Hein, c'était le problème de notre journée. Alors, donc, on va passer à la partie que j'appelle apport marginal d'une variable. Donc je la note xj, ma variable. Donc c'est une des variables, une des variables qu'il y a dans le modèle. Apport marginal d'une variable. Qu'est-ce que j'entends par cette question apport marginal d'une variable? Par ce terme apport marginal d'une variable? Oui? Tout à fait. Je n'ai pas forcément dit pourquoi. Si, certains l'ont dit pourquoi, certains l'ont soulevé déjà. Par rapport à la manière dont on a construit R ensemble en régression simple, vous vous souvenez que R, on avait pris la racine carrée de R carré et on avait rajouté un signe, le signe de la pente. D'accord? Comme là, il y a plein de pentes, lequel signe on va mettre? Déjà là, on a senti qu'il y avait un petit problème par rapport à ça. Bon, il y a d'autres raisons qui font que R n'a pas forcément d'importance. Enfin, a de l'importance, mais en tout cas pas la même. Donc je ne souhaite pas l'utiliser. OK? Donc, apport marginal d'une variable. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? La question que je pose derrière ça, derrière cette phrase, ce mot de marginal, c'est la variable xj a-t-elle de l'importance A-t-elle de l'importance? Alors, pour expliquer y, si j'arrête ma phrase là, je fais une grave erreur. Voilà. Dans le modèle, utilisant toutes les variables x1, x2, jusque xk. D'accord? Cette variable a-t-elle de l'importance pour expliquer y dans ce modèle-là? Pourquoi je dis que c'est important de continuer la phrase? Pourquoi il ne faut pas s'arrêter ici à pour expliquer y? Voilà, peut-être qu'elle a de l'importance en régression simple. Prenons la variable nombre de remontées. Utilisons, exemple, je prends xj égale nombre de remontées. Nombre de remontées mécaniques.
exemple, cette variable, xj égale nombre de remontées mécaniques. Je suis sûr que si je regarde le coefficient de corrélation entre y et nombre de remontées, il est important. Il est plus grand que 2 sur racine de n. J'en suis persuadé. Donc, oui, nombre de remontées a forcément de l'importance pour expliquer le prix du forfait. Mais est-ce qu'il a de l'importance lorsque j'utilise aussi nombre de pistes, altitude de station? Là, peut-être pas. Peut-être qu'en plus, il me perturbe. D'accord? Peut-être qu'il me perturbe. Donc c'est ça la question. C'est pour ça que c'est important de préciser dans le modèle. OK? Bon, pour cela, il y a un tableau que vous avez... C'était la seule surprise qu'il y avait dans l'examen la semaine dernière. C'était un truc qui s'appelait matrice. C'était quoi? C'était la matrice des corrélations. C'était un tableau où il y avait toutes les corrélations. En fait, il y avait toutes les corrélations entre les variables entre elles. Okay? Bon, c'est sur ce tableau-là qu'on pourrait voir la corrélation entre le prix forfait jour et le nombre de remontées. D'accord? C'était la seule surprise qu'il y avait dans l'examen. C'est pas trop violent, ça allait. Alors, donc, pour répondre à cette question, apport marginal, on a vu, attention, ne pas regarder le coefficient. Ne pas regarder le coefficient. Par exemple, ici, le coefficient, on a dit, c'était de remontée mécanique, c'est moins 0,0111. Donc, ne pas regarder le coefficient. Pourquoi? À cause du problème des unités. À cause des unités. Il y a d'autres raisons, mais si vous comprenez déjà cette raison-là, c'est intéressant. D'accord? À cause des unités, ne pas regarder le coefficient. Excusez-moi. Ouais. On peut, à ce moment-là, regarder le terme en entier Ouais. en prenant en compte et le coefficient et la variable et en cherchant un ordre de grandeur pour la variable. À ce moment-là, on peut comparer les différents termes. C'est-à-dire, précise, comment tu vas regarder un ordre de grandeur de la variable? Attends, je vais te donner le micro pour que tu... 1, 2. C'est compliqué. Là. Si j'avais su, j'aurais pas posé de questions. donc, comment on aurait fait pour la variable, on sait que les remontées mécaniques en nombre, je sais pas, elles sont entre... Ouais, très bien, elles sont entre telle et telle valeur. Ouais. On va dire entre 50 et... Enfin, je dis un chiffre au hasard, mais entre 50 et 200. Et donc, on saura à peu près cet ordre de grandeur qu'on multiplie par ce facteur de 0,01. Et donc, on saura qu'on obtiendra un chiffre avec entre 1 et 10, par exemple. Tout à fait. Alors, la remarque, elle est excellente. La remarque, elle est excellente. Merci. De rien. La remarque est parfaite. Ça mériterait peut-être une place pour aller voir quand la mer monte. Ah, il passe bientôt d'ailleurs. Alors, tu dis, enfin, si la question est juste là, je la reprends. Tu dis, on a quand même un souci avec le signe. Hein, on a quand même un souci avec le signe. Effectivement, dans la question, est-ce que la variable a de l'importance? Vous allez voir que moi, ce que j'ai de manière sous-jacente derrière ça, c'est peut-on conclure sur le signe de Béji? Peut-on conclure sur le signe de Béji? C'est la question qui est sous-jacente, qui est très très importante.
Parce que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que lorsqu'il y a plus de remontées, le prix va augmenter ou pas? Ou il va baisser? Est-ce que c'est vrai que lorsque le nom... Si ce chiffre a de l'importance, qui est devant nombre de remontées, ça veut dire que oui, plus il y a de remontées, plus le prix baisse. Ça veut dire que c'est comme ça. OK? Donc, à la question, est-ce que la variable a de l'importance? De manière sous-jacente, c'est est-ce que je peux tirer des conclusions sur le signe ou pas? OK? J'en sais rien. Aujourd'hui, vous n'en savez rien. Aujourd'hui, vous n'en savez rien. C'est la question qu'on va essayer de répondre, à laquelle on va. C'est pas simplement le signe qui est important, c'est La valeur? la valeur. La valeur du coefficient, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est important, la valeur sera importante pour utiliser le modèle. Par contre, en interprétation, pour tirer des conclusions, ça ne sera pas forcément la valeur en tant que telle. D'accord? Là, que la valeur soit de 0,430 sur le nombre de pistes, ah, oui, quand même. Mais je veux dire, tout va s'enchaîner. Si je peux conclure sur le signe et je saurai si le coefficient a vraiment de l'importance, je pourrais dire oui, une piste, ça coûte 43 centimes. Voilà, clairement, je pourrais le dire, si je sais que le prix a de l'importance. Si on met une piste supplémentaire, on sait qu'on pourra augmenter le prix du forfait de... Exactement, si on met une piste supplémentaire, on peut augmenter le prix de 0,43. Ouais, tout à fait. Totalement. D'autres questions? Oui. On étudie une variable indépendante qui a un impact sur le modèle, mais on pourrait très bien dire que on pourrait savoir en fait s'il n'y a pas deux variables qui elles-mêmes combinées entre elles, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va donner une grande tendance et la deuxième va corriger cette tendance. Totalement. Là, on se doute bien, vous l'avez senti tout à l'heure, enfin la dernière fois, et on l'a réévoqué tout à l'heure, qu'il peut y avoir de l'interaction entre certaines variables. Et effectivement, prenons remontée nombre de pistes, vous vous doutez, parce qu'on connaît le jeu de données, on connaît cet exemple, on se doute que nombre de remontées et nombre de pistes, il y a de l'interaction. Et peut-être que si je retirais nombre de remontées, peut-être que nombre de pistes prendrait encore plus d'importance. Donc ça rejoint un petit peu ton problème. On verra dans la dernière partie du cours, où on va faire de l'analyse en composantes principales, de l'analyse factorielle, on va encore améliorer cette manière de regrouper des variables qui se ressemblent. Donc ça sera une des beautés de la fin du cours. C'est pour ça qu'il faudra revenir. D'accord? Ok. Bon, on va essayer de répondre. Alors, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, qui était très intéressant. Est-ce que je ne peux pas compenser le signe de nombre de remontées par ce que je connais sur la variable nombre de remontées? C'est-à-dire, tu m'as dit, c'est entre 50 et 200, par exemple. En tout cas, bah oui. On va diviser par quoi? On va diviser par quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut supprimer l'unité? Une espèce de pourcentage, une espèce... On pourrait... Alors, c'est pas par la moyenne qu'on va diviser. C'est pas par la moyenne. C'est par autre chose. Regarde, quand tu m'as dit, je sais que c'est entre 50 et 200, donc je divise par l'écart, par la dispersion, par l'information qui est là-dedans. La variance. Alors la variance, non, parce que la variance, elle est au carré, elle est en unité au carré, par une espèce d'écart type. D'accord? Par une espèce d'écart type. D'accord? Donc effectivement, c'est ce qui va se passer. On va diviser BJ, donc on ne regarde pas BJ, mais on regarde BJ divisé par un écart type. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails sur la formule de l'écart type. Je vais d'abord vous dire, et vous l'avez compris, hein, c'est pour ça que je dis une espèce d'écart type. Je vais vous donner la formule juste après. Mais on s'en moque, vous l'oublierez tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on divise BJ par un écart type pour neutraliser ces problèmes d'unité. Donc, on va diviser BJ par SJ.
Alors, SJ, c'est un écart type. Ce n'est pas l'écart type de la variable, hein, c'est un écart type. Alors, je vous donne la formule. Vous allez la voir apparaître. Là, voilà la formule. C'est l'écart type de BJ. Vous voyez la formule? Je n'ai même pas le courage de la recopier au tableau. D'accord? Racine de 1 moins 1, machin, enfin voilà, bon. Ok. C'est une manière de regarder comment sont dispersées les différentes valeurs. D'accord? Alors, ça, on serait très heureux si SPSS nous le donnait. C'est vrai que ça serait sympa. On paye assez cher des logiciels. Non, SPSS, c'est pas cher. Mais non, ça serait sympa. Et bien le voilà. C'est dans la colonne, le SJ, vous le trouvez dans la colonne, dans SPSS. Tu l'as demandé si gentiment. On le trouve dans la colonne qui est juste à côté de B, qui s'appelle standard d'erreur. Et donc, la nouvelle quantité, je viens à toi tout de suite, la nouvelle quantité va s'appeler TJ. TJ qui vaut BJ sur SJ. On va utiliser TJ, qui est BJ sur SJ. Wow, SPSS, ils sont bons quand même. Si je dis que c'est TJ, ils ne vont pas l'appeler bêta. Comment ils vont l'appeler? Ah, ben, vous voyez qu'ils sont bons. Bien sûr qu'ils vont l'appeler T. Donc, vous trouvez dans la colonne T, vous trouvez les TJ. C'est la colonne T qui donne la vraie valeur du coefficient. D'accord? La vraie valeur, le vrai poids, je dirais, le vrai poids. Plutôt que la vraie valeur, si je suis d'accord avec la remarque de tout à l'heure. Mais le vrai poids du coefficient, c'est le T. Donc TJ qui vaut BJ sur SJ, on peut considérer que c'est le poids de la variable XJ. Et en plus, l'intérêt, il y a deux questions après, hein, je prends vos questions. L'intérêt de diviser par SJ qui, lui, est toujours positif, c'est qu'on ne perd pas le signe. Donc, l'information de signe qu'il y avait dans BJ, on la retrouve dans TJ. Donc, ça va permettre de répondre à nos questions, de continuer à nous poser les mêmes questions. Il y avait une question. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît? S'il est là. Ouais. La question, c'était que on a vu aussi l'écart type dans cette colonne Ouais. qu'on faisait régression simple, mais on n'a pas l'utilisé. On n'a pas divisé. Pourquoi? S'il était aussi dans la régression simple. Tu veux regarder? Allez. Reprenons la régression simple. Oh là là, c'était plus joli sur mon ordinateur. Hein. Reprenons la régression simple. Il est là, il existe toujours. Il existe toujours en régression simple. Hein, le T, il existe toujours. Alors, je ne m'en suis pas servi. Je me suis servi de quoi pour savoir si la variable nombre de pistes avait de l'importance ou pas? R. Je me suis servi du coefficient de corrélation. Mais je ne peux pas l'utiliser en multiple. C'est pour ça que je dois utiliser autre chose. J'aurais pu utiliser ça. Il y a des personnes qui vont utiliser ça, qui vont utiliser le T. Hein? Le T, il est étroitement lié au coefficient de corrélation. D'accord? Il est lié au coefficient de corrélation. Mais le coefficient de corrélation, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent plus le coefficient de corrélation, qui utilisent le T. Alors on va voir comment on l'utilise, le T. Mais on aurait pu, bien évidemment, tu as tout à fait raison, on aurait pu... Alors,
Vous savez que dans tous les cours que je donne... Oui, hein, bien sûr. Revenir sur les, Oh là là, ça sur va les être une... quarts types. Sur les Vas-y, quarts types je comprends pas ce que c'est. Tu veux revenir sur les quarts types? Alors, je l'appelle les quarts types de Béji. En fait, regardons ce qu'il est. Je vais vous montrer la formule, hein, mais honnêtement, on s'en moque. Hein. Honnêtement, on s'en moque. L'idée qu'il a donnée tout à l'heure, elle était intéressante de dire je vais diviser par... Enfin, en tout cas, je vais prendre en compte l'écart de mes valeurs. Je sais que le nombre de remontées mécaniques, c'est entre 50 et 200, donc je vais pondérer. Hein, c'est un peu le terme que tu voulais utiliser, pondérer par des choses connues. D'accord? On le voit dans la formule, vous le voyez dans la formule, ici, là en bas, somme de xij moins xj bar carré, c'est l'écart type. C'est l'écart type hein, de la variable xj. De la variable xj. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que dans la formule, 1 sur 1 moins r carré de xj avec les autres x. C'est-à-dire que je prends en compte la corrélation, et c'est la question qui a été posée tout à l'heure, l'interaction qu'il y a entre cette variable et les autres. Donc c'est un petit peu plus puissant que de diviser par rapport à l'écart type de la variable. Ça montre que c'est dans le modèle qui utilise les autres. D'accord? C'est ça. En fait, on prend en compte ces deux parties-là. OK? Après, je ne rentre pas dans les détails. Hein? Voilà. Ouais? Tiens, je te donne un autre micro. J'ai pas encore mis un... Voilà, ça marche. Voilà, La formule pour l'écart type, la parenthèse xj, point virgule, autre x, ça correspond à quoi en fait? C'est la corrélation entre xj, la variable entre les nombre de montées, variables, et les autres. D'accord. Donc, ok, merci. Voilà. Donc en fait, il doit manquer un signe somme sûrement. C'est-à-dire qu'on fait la somme avec tous les autres. Donc ce qui permet de prendre en compte l'interaction qu'il y a avec les autres variables. D'accord? Bien. J'aurais pu utiliser autre chose comme écart type. Quel est l'avantage d'avoir utilisé ce truc-là? C'est dans le tableau. Alors, c'est dans le tableau, je n'ai pas fait pour me coller au tableau. Ce n'était pas mon objectif. Si je trouvais que le tableau était idiot, j'aurais pris autre chose. Non, quel est l'avantage? Oui? Jean-Philippe Pelote. Dites quelque chose d'intelligent, vas-y. Soyez intelligent. Ça impressionne son patron, Ça impressionne son patron. avec la difficulté de la formule. Alors, c'est vrai, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu beaucoup de ça. En tout cas, c'est très important. Non, mais tu as totalement raison. C'est très important de dire... Les critiques, vous voyez que naturellement, on a donné sans rien connaître, en disant, oui, il y a peut-être de l'interaction, ou il y a des problèmes d'unité. Ces critiques-là, votre patron, comme il est très intelligent, il va pouvoir vous les donner. D'accord? Il peut pouvoir vous les avancer. Donc là, vous avez des moyens de contrecarrer. Donc oui, ça impressionne et en tout cas, vous avez des réponses. La deuxième chose importante, pourquoi j'ai divisé par ce SJ-là? Pourquoi les mathématiciens utilisent ce SJ-là? J'utilise mon crayon rouge, j'écris RM, RM, et je vais vous le montrer. Est-ce que je l'ai écrit proprement? Non, je ne l'ai même pas écrit proprement. Si, non, pas tout à fait proprement. Ben voilà, le résultat, il est là. Le résultat, il est là. Il est que... Non, je cache mon transparent. Encore. Le résultat, il est là. Il est que TJ, s'il s'appelle T, c'est pas anodin,
Ça me rappelle quelqu'un. Alors, ça pourrait être Totor. Ça pourrait être Totor. Totor, c'est un acteur célèbre d'un film qui est très très bien, que je vous conseille, qui s'appelle Quand la mer monte. Non, là, je ne sais pas si j'ai le droit dans les podcasts de dire... Oui, vas-y. C'est comme le T de... T de Zoro. De student. De student. C'est comme Ouais, le de T de fractile. student, comme le fractile de student. Le TJ qui est là, en fait, TJ suit une loi de student. Et donc, student, c'est quelle loi? Guinness, voilà. Je ne sais pas si la loi E20 m'autorise à dire... Alors, celui, une loi de student a n-k-1 degré de liberté. Alors, comment? Ou k, alors, ou. Donc, n, c'est le nombre d'individus. Et k, c'est le nombre de variables explicatives. C'est-à-dire les variables x1, x2, xk. Les variables que j'ai mis en x. n-k-1, pardon, DDL, degré de liberté. Degré de liberté. Degré de liberté. Donc ça, k, c'est le nombre de variables x. C'est ça qu'il faut comprendre? OK? Oui? Très bonne question. Alors, je la reprends parce que, comme tu n'as pas le micro, comment on décide le nombre de variables explicatives? Là, on va se poser ces problèmes-là après. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai tout mis dans mon panier, tout ce que j'avais. Mais, tu as raison, c'est peut-être pas le plus intéressant. Donc, il va peut-être falloir affiner. En tout cas, et surtout avec les résultats qu'on va voir ici. En tout cas, je pars de cette méthode-là, de dire je mets tout ce que j'ai dans le panier. C'est peut-être pas le plus intéressant, c'est peut-être pas le plus intelligent. En tout cas, c'était sûrement pas le plus intelligent quand j'avais pas les ordinateurs. Hein? Lorsque je faisais ces cours-là il y a 15 ans, je ne parlais pas de la même manière. 15 ans, ouais, si, ouais. Oh là là. Je ne parlais pas de la même manière parce que on choisissait ce qu'on allait mettre comme variable. Là, je raisonne différemment. Je dis, je mets tout, mon ordinateur il calcule, et puis après, je vais voir. Puis après, peut-être que je vais retirer ce qui m'embête. D'accord? Mais ça, on le verra, ça sera une partie importante de la suite du cours, de savoir comment on retire. Hein. OK? Bon. Quand est-ce que TJ suit une loi de student à n-k-1 degré de liberté? En fait, TJ suit cette loi-là, alors on dit sous H0, sous H0. C'est histoire d'utiliser un peu de notation mathématique, hein, de notation statistique. Qu'est-ce que c'est que H0? H0, c'est une hypothèse. D'accord? Elle est marquée, hein, c'est pour ça que je le dis. C'est une hypothèse. Sous H0. Qu'est-ce que ça veut dire H0? Sous l'hypothèse H0, donc hypothèse H0. L'hypothèse H0, c'est le coefficient, alors je l'écris avec un petit b, les puristes vont hurler parce que ce serait un bêta qu'il faudrait écrire, mais je ne donne pas l'explication. J'assume totalement ce choix. Donc restons sur BJ. BJ égale 0. BJ égale 0. Qu'est-ce qu'il faut comprendre BJ égale 0? Qu'est-ce que ça veut dire BJ égale à 0?
Proche de 0. Qu'est-ce que ça veut dire que BJ est proche de 0? Ça veut dire quoi? Exactement, ça veut dire que la variable xj n'a pas d'importance dans le modèle. Si j'écris ça, vous comprenez tout. D'accord? La variable, je l'écris, puis après on le réécrit autrement si tu veux. On trouvera bien une bonne formule sur laquelle nous serons tous d'accord. Prépare le micro. La variable xj, la variable... Je dis que cette hypothèse, BJ égale 0, alors tu as eu tout à fait raison de dire, quand j'écris BJ égale 0, comprenez proche de 0, ça veut dire que la variable xj n'a pas d'importance dans le modèle. Ah, ça on va voir. Surtout qu'on ne va pas le voir sur B, puisqu'on a dit que B, on n'y comprenait rien. Donc on va le voir sur T. Puisque T, on sait ce qu'il est. Il est borné. Ce que tu voulais tout à l'heure, c'était de dire je voudrais avoir un B qui soit entre 1 et 10 pour avoir des choses connues. Enfin, tu as dit je voudrais pouvoir comparer les coefficients entre eux. Ben là, avec T, je vais pouvoir les comparer entre eux. Et en plus, je vais les comparer à des choses comparables parce que je sais à quoi ils se réfèrent. Ils se réfèrent à une loi de Student. Donc là, je suis très content parce que la loi de Student, je la connais, je connais les fractiles. Donc c'est ça qui va me permettre de dire est-ce que c'est proche de 0 ou pas? Est-ce que je suis dans les fractiles ou à l'extérieur des fractiles? D'accord? Alors, je reprends Anne la question. Je comprends pas bien cette phrase. Ouais. Non, parfait. N'importe quelle variable, hein. C'est pour une variable. C'est pour une variable. Je le fais variable par variable. Là, prenons toujours l'exemple, je suis sur remontée mécanique. Non? Je reprends. Voilà. Si je reprends ce tableau-là, tu es d'accord que j'ai combien de variables? Explicatives. 7. X1, c'est altitude station, X2, c'est nombre de remontées, X3, c'est altitude piste, X4. Donc j'ai 7 variables. Hein. Donc J va de 1 à 7. Que vaut K? K vaut 7, ici. D'accord? XJ, lorsque je dis XJ, c'est une variable. N'importe laquelle. Je vais l'étudier pour tous. Hein. Mais là, par exemple, je me pose la question, est-ce que la variable nombre de remontées, hein, on avait pris cet exemple-là, est-ce que la variable nombre de remontées a de l'importance ou pas? J'en sais rien. Au niveau du coefficient, en tout cas, au niveau du B, je sais que je ne dois pas regarder ce B. D'accord? Je ne dois pas regarder ce B. Je dois regarder B divisé par, donc B remontée divisé par S remontée, qui me donne T remontée. Que vaut T remontée? T remontée vaut moins 0.185. D'accord? T remontée est ici. OK? Bon. C'est cette variable-là que je regarde. Alors, ce que me dit mon résultat mathématique, c'est que si jamais, sous cette hypothèse-là, hein, lorsque je dis sous cette hypothèse-là, donc sous l'hypothèse que le coefficient est petit, proche de 0, nul, pas significatif, c'est-à-dire sous cette hypothèse que la variable nombre de remontées n'a pas d'importance, c'est là où je voudrais être sûr que tu sois d'accord, c'est est-ce que tu es d'accord pour dire que si le coefficient est nul, ça veut dire que la variable n'a pas d'importance dans le modèle? Oui? Donc l'équivalence qu'il y a entre ces deux trucs-là que j'ai écrits, tu l'acceptes? Alors, ce que me dit mon résultat mathématique, tout ça c'est dans mon résultat mathématique. Ce que me dit mon résultat mathématique, c'est la chose suivante. C'est que si je suis dans ce cas-là, dans le cas où
H0 où la variable n'a pas d'importance, mon coefficient TJ, il va se balader là. Il va se balader entre les fractiles. Et quel est l'intérêt d'étudier TJ si la variable n'a pas d'importance? Je veux savoir si elle en a de l'importance ou pas. C'est TJ qui va me dire si elle a de l'importance ou pas. Pour l'instant, je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'en sais rien. Alors attends, je continue et on reprend. Hein. Je continue et on reprend. Parce que je vais vous donner la règle de décision. Je vais vous donner la règle de décision. Alors, règle de décision. Et après, on reprend tout. Hein, et après, on reprend tout. Règle de décision. Et vous allez comprendre pourquoi j'écris ça. Je dis qu'on rejette H0. C'est la première fois que j'écris avec un langage statistique. Hein, mais à un moment, il fallait le faire, et j'ai préféré attendre ce moment-là pour le faire. Vous savez que vous serez en forme. On rejette H0 avec un risque d'erreur alpha, donc au risque alpha de se tromper. On rejette H0 avec un risque d'erreur alpha. Quand est-ce qu'on rejette H0? Je dis que, normalement, si je suis dans H0, c'est mon résultat mathématique au-dessus, si je suis dans H0, normalement, je suis là, dans ma loi de student. D'accord? Dans les parties acceptables de la loi de student. C'est quoi les parties acceptables de la loi de student avec un risque d'erreur alpha? C'est entre le fractile qui est là, moins T1 moins alpha sur 2, et plus T1 moins alpha sur 2. N moins K moins 1, hein, il manque des choses. D'accord? Donc, normalement, je suis là. Et normalement, je suis là lorsque j'ai H0. Donc, si je suis à l'extérieur, si mon T que je vais calculer, il est à l'extérieur, il est là ou il est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas dans l'hypothèse qui me dit que je dois être dans une loi de student. D'accord? Donc, je rejette H0 avec un risque d'erreur alpha si la quantité TJ que j'ai calculée, le fractile TJ que j'ai calculé, est plus grand que les fractiles T1 moins alpha sur 2, qu'on connaît, N moins K moins 1. Donc je rappelle que ce truc-là, T1 moins alpha sur 2, N moins K moins 1, c'est le fractile d'ordre 1 moins alpha sur 2 d'une loi de student à N moins K moins 1 degré de liberté. Désolé pour mon crayon noir sale. Oui? Vas-y, tiens, prends le micro. Lorsqu'on fait les hypothèses. Alors, lorsqu'on fait les hypothèses comme H0 ou H1, Oui. comment est-ce qu'on décide que l'hypothèse H0, ça veut dire que BG égale à 0, et quand on rejette l'hypothèse, est-ce que ça veut dire que le BG, ça a une importance C'est exactement ça. C'est exactement ça.
H0, pourquoi je dis lorsqu'on rejette, ça veut dire qu'il a de l'importance? Et pourquoi lorsque je mets H0, souvent c'est une hypothèse pour dire que quelque chose est nul. Quelque chose est nul. Et H1, donc l'autre hypothèse, celle qui nous permet de rejeter, c'est n'est pas nul. Le coefficient n'est pas nul. D'accord? Alors ça pourrait être, il est vraiment positif ou il est vraiment négatif. Bon là, je ne vais pas utiliser des 1 moins alpha sur 2, je vais utiliser des 1 moins alpha, je vais utiliser des choses comme ça. Mais là, prenons, il est nul, à l'extérieur, il n'est pas nul. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une remarque en disant qu'est-ce que ça veut dire BJ égale à 0? C'est BJ proche de 0. BJ proche de 0, c'est qu'est-ce qui est acceptable pour dire BJ est proche de 0? C'est entre ça et ça. À l'extérieur, c'est vraiment différent de 0. D'accord? Reprenez l'exemple qu'on avait utilisé sur lancer un obus. D'accord? Vous vous souvenez, lorsque j'avais fait lancer un obus sur la loi normale, j'avais utilisé cet exemple-là au départ. J'avais dit, bah, je suis sûr d'être entre ça et ça, avec un risque d'erreur de 5%. C'est exactement pareil. D'accord? L'hypothèse, c'est je suis dans la cible. L'autre hypothèse, H1, c'est je suis en dehors de mon périmètre de sécurité. Question? On a fait une résolution simple. J'ai compris qu'on avait plus d'individus, on avait moins d'erreurs parce que le student était plus grand. Ouais. Mais je vois la formule ici, et si on a plus de variables, on a plus de tolérance. Pourquoi ça va pas beaucoup jouer. Honnêtement, ça va pas beaucoup jouer. On verra pas forcément la différence. On le verra pas. Dans la pratique, on le verra pas. C'est pas ça qui joue. Pourquoi? Parce que ça se voit dans le S. Le nombre d'individus et le nombre de variables, il est déjà pris en compte dans le S. Lorsque j'ai utilisé TJ, c'est BJ sur SJ. Donc en fait, c'est déjà compensé là. Donc là, ça n'a pas forcément d'importance. Si on a plus de variables, c'est pas forcément moins précis. C'est pas forcément moins précis. Qu'est-ce qui va se passer si on a plus de variables? Le K sera plus grand. D'accord? Mais si on a plus de variables, les T vont être totalement redistribués. D'accord? L'importance de chacune des variables. Imagine, reprenons l'exemple que j'avais utilisé pour le R carré du gâteau. J'ai mon gâteau, d'accord? J'ai plein de choses dans mon gâteau. Si je dis que j'utilise plus d'ingrédients, ben je vais plus séparer. Donc là, si j'utilise plus de variables, il y aura une part qui va partir pour altitude station, pour nombre de remontées, pour nombre de pistes. Il y a une part d'information qui va pour toutes mes variables. D'accord? Donc le fait de rajouter des variables, forcément, il va te rester un plus petit morceau. Donc c'est normal qu'on accorde plus de tolérance. D'accord? Alors j'ai plein de questions. Oui, une ici. Ici, on a fait une hypothèse pour savoir si la variable x avait d'importance, non? C'est pour ça qu'on a mis le B0 égale à le B égale à 0 pour rajouter ça. Mais après, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Est-ce qu'on peut faire une preuve d'hypothèse? Par exemple, ce qu'on disait, que le nombre de pistes, ici on a trouvé que c'est négatif. Donc, si on veut savoir si le prix est positif, peut-on faire une preuve pour le B? Peut-on dire H0, B c'est positif ou négatif, donc on rejette. Nous pourrions le faire. Nous pourrions le faire si on veut regarder ça. Et à ce moment-là, on ne va pas regarder avec 1 moins alpha sur 2, on va regarder avec 1 moins alpha. Parce que là, on va mettre tout le risque d'erreur du même côté. D'accord? On va mettre tout le risque d'erreur du même côté. Mais oui, on pourrait le faire. On pourrait le faire, totalement. La question c'est, est-ce que ça marche aussi dans le cas où les éléments qui appartiennent à l'échantillon peuvent appartenir à plusieurs des variables? C'est-à-dire?
C'est-à-dire, je prends un exemple, une personne, elle a, on va dire, on essaie de prévoir si une personne va être malade en sachant qu'elle a eu, on prend comme variable le fait qu'elle était, je sais pas, qu'elle a eu tel type de maladie quand elle était petite ou tel autre type de maladie. Et certaines personnes vont avoir eu les deux maladies quand elles étaient petites. Donc en fait, elles ont les deux, elles appartiennent à la fois aux deux variables. Hein. Totalement. Du coup, en fait, est-ce que ça c'est applicable ou pas? Totalement. Oui, c'est applicable. C'est l'intérêt. D'accord. C'est l'intérêt. C'est totalement applicable et c'est un peu la réflexion que je vais avoir sur le projet que je pense vous donner. Ça sera justement d'avoir des caractéristiques qui sont présentes à plusieurs endroits. Attention, attention, une petite précision. Ici, je ne suis qu'avec des variables quantitatives. Or, toi, tu soulèves des problèmes de présente un caractère ou pas. Donc, ça ne se sent pas forcément. On le verra. Ça sera beaucoup plus simple lorsqu'on va transformer ce truc-là avec des variables qualitatives. On le sentira beaucoup plus. Vous voyez, il y a une question là-bas en haut. Il y a peut-être. Je ne les connais pas. Là, pour l'instant, vas-y, repose la question. Pardon, vas-y. La question, c'était, il pourrait y avoir des effets d'interaction entre les variables qu'on a essayé de mettre dans un modèle linéaire, qui ne prend évidemment pas compte de si on a un... Ça peut être plus que additif. Ça peut être beaucoup plus que additif. Alors, la question que tu soulèves, elle est très intéressante. Hein, et ça, on va le voir comment améliorer encore plus les modèles à la fin. Hein, parce que permets-moi d'y revenir plus tard, hein, lorsqu'on va améliorer les modèles. Parce que là, il y a des problèmes d'interaction entre les variables qu'on sent remonter, prend peut-être un peu la place de piste, ou piste la place de remontée, des choses comme ça, mais il y a peut-être plus d'interaction encore. Et donc, on va croiser des variables, on va multiplier des variables entre elles. Hein, et ça va donner plus de poids à certaines variables, comme on pourrait en passer au carré ou des choses comme ça. Mais tu as tout à fait raison, hein, et on va travailler dans ce sens-là pour améliorer le modèle. Mais l'esprit est toujours le même. L'esprit est toujours le même. L'esprit qu'on a mis en place sur la régression simple, eh ben, on rajoute des petites briques, l'esprit est toujours le même. D'accord? Vous voyez, encore une question? Donc si t à moins d'alpha sur 2 est inférieur à BJ, alors, on peut dire que BJ est égal à 0. Alors, on peut dire que la variable n'a pas d'importance. On ne peut pas dire que BJ est égal à 0. On voit bien que BJ n'est pas égal à 0, hein, si t est plus petit que ce fractile, mais ça veut dire que BJ est suffisamment proche de 0 pour que je ne puisse pas tirer de conclusion dessus. D'accord? Alors, on va prendre l'exemple. On va le faire là. On va le faire. Est-ce que vous avez des lois de student sous la main? J'en ai pas, moi. Vous n'avez pas une table de fractile de student? Ah, il devait y en avoir une dans l'examen, ouais, c'est possible. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre notre exemple. Voilà. Et on va essayer de comprendre, on va tirer des conclusions. On va étudier toutes les variables. D'accord? Alors, vous fixez quoi comme risque d'erreur? 5%? Allez, si vous voulez. Alpha égale 5%. Donc, que vaut T1 moins alpha sur 2, N moins K moins 1? Alors, que vaut 1 moins alpha sur 2? Maintenant, ça vous connaissez par cœur. 0,975. Que vaut N? Dans notre exemple, que valait N? Je crois que c'était 98 stations, si mes souvenirs sont bons.
Que vaut petit k? 7, tu l'as dit tout à l'heure, hein, 7, il y a 7 variables dans le modèle complet. On va affiner après. Hein. 7. Et donc, n-k-1, ça fait 90. 90. OK? Donc, dans une table des fractiles, T0 975 pour une variable pour 90 degrés de liberté, c'est, je lis dans ta table, 1,987. Tu vérifies si je n'ai pas dit de bêtises. Il ne faut pas avoir confiance en son professeur pour les calculs. C'est bon? Merci beaucoup. 1,987. OK. Alors, maintenant, regardons les sorties SPSS. Regardons le tableau. Quelles sont les variables significatives au risque d'erreur 5%? Est-ce que, on va les prendre une par une, est-ce que altitude de station est significative? Que vaut son T? Moins 0,309. Il est plus petit que le fractile. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Altitude de station. Donc, T altitude de station, il vaut moins 0,309. C'est plus petit donc dans l'hypothèse, c'est plus petit que le fractile. D'accord? Donc, qu'est-ce que je tire comme conclusion? Je ne peux pas rejeter H0. Je ne suis pas à l'extérieur. Je ne peux pas rejeter H0. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne peux pas rejeter H0? Ça veut dire, je ne peux pas dire que... Je ne peux pas dire qu'elle n'est pas significative. Qu'elle n'est pas... Alors, je reprends. Je ne peux pas dire, je rejette... Je ne peux pas rejeter H0. D'accord? Donc, je ne peux pas dire qu'elle est significative. Je ne peux pas dire qu'elle est significative. Je ne peux pas dire que le coefficient est significativement, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, je ne peux pas dire que le coefficient est significativement différent de 0. Et donc significativement négatif ou significativement positif. Tu vois, là on reprend tes conclusions, là. Enfin, tes remarques. Si j'avais voulu vraiment regarder sur négatif, je n'aurais pas pris un moins alpha sur 2, j'aurais pris un moins alpha. Mais c'est pareil. D'accord? J'aurais regardé, est-ce que TAS est plus petit que moins T1 moins alpha sur 2, N moins 1, c'est-à-dire la partie gauche des fractiles. D'accord? Je vais essayer de me répéter. Je vais essayer. Alors, conclusion. Je reprends. C'est la première fois hein, qu'on utilise des hypothèses, donc c'est pour ça que c'est... C'est le problème des stats. Hein? Vous avez remarqué que je ne vous dis jamais je suis sûr que. D'accord? On n'est jamais sûr en stats. On parle toujours de risque d'erreur. D'accord? C'est important. Hein? C'est pour ça que j'essaye d'utiliser la bonne sémantique. Hein? Les bonnes phrases. Alors, là, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je peux rejeter H0? Je suis plus petit. Donc, je ne peux pas rejeter H0. Qu'est-ce que c'était H0? H0, c'était BJ égale à 0. C'était BJ égale à 0, c'est la variable. Donc, la variable
n'a pas d'importance. Dans le modèle, hein, toujours. Ah, tu aurais envie d'accepter, hein? Moi, j'accepte jamais. En stats, je n'accepte jamais. Je rejette. Ou je ne rejette pas. Voilà. Voilà. Si j'accepte, il y a aussi une autre erreur. Je vais vous donner un exemple très simple. Et pour comprendre les notions de risque d'erreur sur lesquelles on travaille. Test de grossesse, je l'ai utilisé déjà. Bon, ben voilà, donc vous le connaissez. Le test de grossesse. Hein, pour dire qu'il y a deux risques d'erreur. D'accord? Il y a deux risques d'erreur. Je rappelle l'exemple de test de grossesse. Il y a deux possibilités pour un test de grossesse. Le test dit que la personne est enceinte alors qu'elle ne l'est pas. Ou le test dit que la personne n'est pas enceinte alors qu'elle l'est. C'est deux risques d'erreur différents. C'est deux risques d'erreur différents. OK? C'est beaucoup plus joli sur le test de grossesse. Si on prend un test de sida ou d'une maladie, c'est beaucoup moins rigolo. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai aussi. Le problème, c'est que c'est vrai. Les conséquences, elles sont dramatiques. Les conséquences, elles sont dramatiques. Vous rentrez à la... J'ai eu le cas de manière proche. Quelqu'un qui rentre chez lui, qui dit à son épouse, je viens de passer un test de sida et je suis séropositif. Et c'était une erreur dans le test. Il était dans le alpha, tout ça. Ben non, justement. Mais sa femme l'a senti coupable. Sa femme l'a senti coupable. Les conséquences, ouais, elles peuvent être dures. Bon. Vous comprenez donc, effectivement, ta remarque, elle est très intéressante. Il y a deux manières de fonctionner. Hein. Il y a deux manières de voir. C'est pour ça qu'on est toujours dans du rejet et pas dans de l'acceptation. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je vais dire, moi, là? Qu'est-ce que je vais dire? La variable n'a pas d'importance. Si je ne peux pas, en tout cas dans ce modèle-là, ce n'est pas judicieux de prendre des... Qu'est-ce que je vais dire exactement? Qu'est-ce que je vais dire exactement? Je ne vais pas tirer de conclusion. Voilà, je vais revenir sur la première question sur l'apport marginal. Ma première définition d'apport marginal, c'est, puisque c'était ma question, je ne peux pas tirer de conclusion. Je ne peux pas tirer de conclusion sur le signe de Béji. J'y reviens sur le signe, j'avais envie. Entre autres, je ne peux pas tirer de conclusion, je ne peux pas dire que XJ a de l'importance. Je ne peux pas dire que XJ a de l'importance. Et donc, ça veut dire, si je ne peux pas dire que XJ a de l'importance, je ne peux pas tirer de conclusion sur le signe de Béji, qui était ma question sous-jacente. Tu te souviens tout à l'heure, lorsque j'ai écrit apport marginal, j'ai écrit quelque chose comme ça. Ça embrouille de revenir? Bon, alors, je l'efface. Je le fasse. Je ne peux pas tirer de conclusion. Tic, 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 tic. Notez-le quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire alors? Je ne peux pas dire qu'elle a de l'importance. C'est pour ça que je ne l'écris pas pareil, dans la même couleur. C'est pour ça que je ne l'écris pas dans la même couleur. Ça, c'est ce que je vais dire de manière mathématique. Ici, c'est ce que je vais dire dans la pratique. D'accord? Je ne peux pas dire que XJ, a de l'importance. Oui. Est-ce qu'on ne construit pas des hypothèses dans H1?
Alors normalement, on doit toujours construire une hypothèse H0 contre H1. D'accord? Donc on doit dire H0 et qu'est-ce que c'est que H1? Moi, qu'est-ce que c'est que mon H1? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Là, mon H1, c'est différent de 0. Voilà. H0, c'est BJ égale à 0. H1, c'est BJ est différent de 0. C'est tout. Donc, comment? Proche de 0. Significativement différent de 0. D'accord? Reprends la courbe. D'accord? Je suis dans ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ok? Oui? Au début, vous avez écrit on ne peut pas tirer de conclusion sur le signe de BJ. Pourquoi le signe et pas sur l'importance? Alors, sur l'importance, mais regardez, sur l'importance, je suis d'accord. Je reviens sur cette histoire de signe parce que j'y tiens. Pourquoi j'y tiens? C'est les premières remarques qu'on a faites tout à l'heure. Lorsqu'on a présenté les résultats, on a dit, tiens, plus il y a de remontées, moins c'est cher. Pourquoi on a dit ça? C'est pas parce que le coefficient c'était moins 0,0111, c'était parce que c'était moins. D'accord? On a tiré des conclusions. Bon, je reviens sur le signe dans 5 minutes. On balaye en revue toutes les variables et je vais vous montrer un autre exemple que je vous ai déjà montré et vous allez voir que tout de suite, maintenant, vous allez comprendre pourquoi le signe a de l'importance. OK? Alors, balayons toutes les variables en revue. Alors, donnez-moi la liste des variables significatives. Au risque d'erreur, 5%. Dans ce modèle, hein. Alors, vous me dites altitude des pistes. Pourquoi vous me dites altitude des pistes? Regardons le petit t, il est plus grand que 1,987. D'accord? Donc, altitude piste, oui. Nombre de remontées? Est-ce que c'est bon, nombre de remontées? Non. Altitude piste, oui. Nombre de pistes, oui. Nombre de lits, oui. Et kilométrage de ces fonds, non. Et voilà. Mais non, mais c'est valeur absolue. Ouais. C'est 1,987, hein. D'accord? C'est 1,987. Donc il me reste, mais tu as tout à fait raison, hein. C'est valeur absolue, hein. Attention. Si j'en avais un où j'avais moins 2,5, ça aurait fait des choses, hein. Si j'en avais un qui avait fait moins 2,5, là c'était bon, ok? Elle était significative. Donc là, les variables significatives dans le modèle sont, donc vous m'avez dit, altitude piste, nombre de pistes, et la dernière, c'est nombre de lits. OK? Alors, je vous propose altitude piste. API, c'est altitude piste. La première fois qu'on s'est vu, c'était il y a longtemps déjà. Je vous avais montré des photos? Ouais, c'est possible. À l'armée, les photos de moi à l'armée, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, là? Alors, j'avais montré ce truc-là, effectivement, ça ne vous avait pas plu du tout. Hein, vous aviez trouvé ça horrible. Horrible. Et maintenant, c'est très limpide. Allez, c'est quoi ce modèle? Qu'est-ce que c'est que la variable qu'on cherche à expliquer? Crâne. C'était le salaire des profs. Vous vous souvenez? Salaire des profs à HEC. Et regardons, par exemple, cette variable homme. Qu'est-ce qu'elle valait, cette variable homme? Elle valait 1 si
le prof est un homme et 0 si le prof est une femme. Donc ça veut dire que si je regarde que le coefficient, il est positif. Ça veut dire qu'un homme touche plus, un point de plus qu'une femme. Mais, je vais regarder si c'est vrai. Maintenant, je suis capable de regarder si c'est vrai. Je regarde son T. Pas très grand, hein. Son T, il n'est pas très grand. Ça veut dire que cette variable, elle n'a pas d'importance dans le modèle. Ça veut dire par rapport aux autres. Mais dans ce modèle-là, elle n'a pas d'importance. Ça veut dire, je reviens sur mon histoire de signe, hein, comprenez mon attachement à cette histoire de signe. Là, les conclusions qu'on a données, c'est pas de dire un homme touche un point de plus, on a dit un homme touche plus. D'accord? Un homme touche plus. Pourquoi on a dit un homme touche plus? Parce que le B était positif. Ok? Ben, je vous dis, je ne peux pas tirer de conclusion. Ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire que le B, reprenez mon histoire d'intervalle de confiance. Le B, quand je dis BJ égale à 0, quand je dis que BJ égale à 0, ça veut dire que BJ égale à 0, ça veut dire qu'il est proche de 0. Proche de 0, ça veut dire proche au-dessus ou en dessous. D'accord? Donc, ça veut dire que le signe, je ne suis pas sûr de ce signe. Alors que s'il est là, là, je suis sûr qu'il est positif. S'il est là, je suis sûr qu'il est négatif. Donc, je tire des conclusions de mon signe. C'était peut-être ce dessin-là qui vous manquait. Hein, c'est peut-être ce dessin-là. Et on progresse. Hein. Ok? Si je dis ça, est-ce que vous comprenez? Ouais? Alors, je reprends peut-être l'autre dessin à ce moment-là. Je reprends l'autre dessin. Qui est celui de la loi de Student. Si mon T il est ici, je suis sûr qu'il est positif. S'il est ici, je suis sûr qu'il est négatif. S'il est ici, entre les deux, ça veut dire que bah, il est peut-être là, mais en fait il est proche de 0 et peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là. D'accord? Donc je ne peux pas tirer. Si je suis là-dedans, je suis trop proche de 0 pour dire je suis sûr d'être positif ou sûr d'être négatif. Alors que si je suis là, je suis sûr d'être négatif. Si je suis là, je suis sûr d'être positif. Ça va mieux, ça? Oui. Ouais. Alors s'il y a 1,5, c'est pas proche de 0, mais c'est pas suffisamment éloigné de 0. Plutôt que de dire c'est pas suffisamment proche de 0, je veux dire c'est pas suffisamment éloigné de 0. D'accord? Ouais. Est-ce qu'on peut dire que comme on a une loi de Students à 5%, que globalement toutes les valeurs qui sont inférieures à 1,96 permettent de... Totalement. Totalement. Est-ce qu'on peut dire que ici, effectivement, on va regarder ce qu'on appelle le T de student. Hein, c'est le T de student. Moi, ce que je regarde, c'est par rapport à 2. Je ne vais pas regarder 1,96, je regarde toujours par rapport à 2. Si mon T de student est plus grand que 2 en valeur absolue, je sais qu'au risque d'erreur 5%, ça va, ça se passe bien. Sauf que je vais regarder autre chose. En fait, je vais regarder même encore plus loin. Est-ce que je le présente aujourd'hui ou pas? Vous êtes en vacances. Je suis en vacances. Non, je vais être sûr que vous le compreniez. Attends, 2 secondes. Si, allez, on le fait, on le fait. Vous avez les tables de fractile? Changeons le alpha. Changeons le alpha. Et prenez alpha de 1% maintenant.
1%. Prenez alpha égale 1%. Alors, si je prends alpha égale 1%, ça fait 0,995. D'accord? D'accord? Et donc, le fractile devient 2,632. On est toujours sur 90. Hein. N-K-1 n'a pas changé. D'accord? N-K-1 n'a pas changé. Donc pour 1%, est-ce qu'il y a eu des changements? Reprenons le jeu de données. Non. La variable qui avait peut-être le moins de poids, c'était altitude piste. D'accord? Mais elle est toujours bonne. Elle est bonne jusque où? 1%? Alors tu me dis, elle n'est pas bonne à partir de 0,9995, c'est-à-dire que tu as basculé, tu as parcouru ta table des fractiles pour voir jusqu'où tu peux aller. Et bien voilà, la dernière notion que je voulais vous présenter, c'est ce que j'appelle le niveau de signification. Niveau de signification d'un test. Là, tu l'as fait à la main. Ce qui est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau de signification d'un test? Niveau de signification d'un test. Niveau de signification d'un test, qu'est-ce que c'est? C'est le plus petit alpha. Vous voyez ce qu'on a fait, hein? On est parti de 5%, on a regardé 1%, et toi tu as continué, Marion, tu es parti à, je ne sais pas... voilà. Et c'est le plus petit alpha qui permet maintenant de rejeter... H0. D'accord? On a dit à 5%, je ne peux pas rejeter H0. À 1%, je ne peux pas rejeter H0. Est-ce que quand je vais plus loin, est-ce que je peux rejeter H0? D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le niveau de signification d'un test. Donc, tu l'as fait à la main, sauf que tu ne connais pas la vraie valeur. Tu vas me dire, elle est entre 1% et 0,5% ou 1% et 1 pour 1000. Tu vas me dire, elle est entre ça et ça. Eh bien, SPSS est très très sympa, parce que SPSS me donne ce résultat. C'est ce qu'il appelle SIG. Et alors attention, SIG dans SPSS. Donc SIG dans SPSS, c'est ça, c'est le niveau de signification. SIG dans SPSS, ça ne veut pas dire sigma. Hein. SIG veut dire niveau de signification. Je veux entendre personne me dire « Oui, mais regardez, le sigma, il vaut ça. » Non, ce n'est pas le sigma, c'est le niveau de signification. J'aime pas trop quand ils utilisent SIG, hein, qui notent SIG. Il y a d'autres personnes qui utiliseront alors, la p-value, des choses comme ça. Enfin, je vous donnerai les termes, hein, je vous donnerai d'autres exemples, d'autres logiciels, pour vous montrer comment on le lit. En tout cas, hein, notez dans un coin p-value. P-value, ça se retrouve. Comment? Pour le niveau de signification. C'est dans la valeur de probabilité qui permet de... Alors, comment ça s'interprète, ce niveau de signification? Et je suis à la question tout de suite. Hein. Comment ça s'interprète, le niveau de signification? Prenons altitude piste. Altitude piste, qu'est-ce qu'on a pour le SIG d'altitude piste? Tu as SIG égale 0,002. D'accord? Ça veut dire que c'est 0,2%. Ça veut dire que si je prends un risque d'erreur plus grand que 0,2%, voilà. Si c'est plus petit,
si alpha est plus petit que 0,2%. Voilà. Je ne peux pas le dire. Là, je vous ai dit, elle a de l'importance. D'accord? Avec 5%, je vous ai dit, elle a de l'importance. Avec 1%, je peux dire qu'elle a de l'importance. Avec 0,5%, je peux dire qu'elle a de l'importance. Avec 0,2%, je peux encore le dire, mais en dessous de 0,2%, je ne peux plus le dire. C'est ça que ça signifie. Ouais. On avance la table des fractiles. Probabilité qu'une loi de Student, c'est la probabilité qu'une loi de Student soit plus grande que... Tiens, on va le montrer. Ah non, vous n'aurez pas à le calculer. Surtout pas, vous n'aurez pas à le calculer. Alors regardez, on le voit? SPSS va le donner, ou les logiciels le donneront. Regardez sur le graphique. C'est quoi le SIG? Vous voyez le T? Le T, il est là. D'accord? Là, prenons par exemple 5%. 5%, c'est le fractile qui est ici. 5%, c'est quoi? Ça, c'est 2,5%. Et 2,5% là. Hein, donc là, il y a 2,5%. Là, si je prends mon T qui est ici, bah ici, c'est le SIG. Ce que j'ai marqué NS, c'est niveau de signification, c'est le SIG. Hein. C'est le SIG divisé par 2, hein, parce qu'il y en a la même chose de l'autre côté. Si j'avais pris ce que Felipe proposait, de dire plus grand que 0 strictement, là, je n'aurais pas divisé par 2. Voilà. OK? Alors, quelle est l'importance du SIG? Ben, c'est que tout de suite, je ne regarde même pas. Tout à l'heure, tu disais, si c'est plus grand que 2 ou plus petit que 2, je vais regarder ça et ça va me suffire. Ben là, je ne regarde même pas la colonne T. Je regarde directement le SIG. Reprenons la colonne SIG, niveau de signification. Qu'est-ce que je regarde? Altitude de station, qu'est-ce que j'ai comme SIG? 75%. Ça veut dire que le risque d'erreur que j'ai en disant que altitude de station a de l'importance dans mon modèle, il est de 75%. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le SIG, c'est le risque d'erreur que j'ai en disant que ça a de l'importance dans le modèle. D'où l'importance de dire dans le modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un SIG de 0.00? Ça, c'est une grave erreur. Messieurs les éditeurs de logiciels, ne mettez jamais 0.00. Pourquoi 0.00? Parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a pas de risque, que le risque il vaut 0. En fait, 0.00, ça veut dire qu'il est très très petit, qu'il est plus petit que 0.001, c'est-à-dire qu'il est plus petit que 0,1%. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a presque pas, mais il y en a toujours. Le risque 0, ça n'existe pas. D'accord? Donc, si j'ai un SIG à 0.00, ça veut dire que le risque d'erreur est infinitésimal, mais il existe quand même. D'accord? Donc, ça dépend le risque d'erreur que tu acceptes. Là, si vous prenez un risque d'erreur de... Prenez un risque d'erreur de 15%, par exemple. Si je vous dis travailler avec un risque d'erreur de 15%, on tiendrait compte du kilométrage de ski de fond. Ah, et on le voit tout de suite au niveau du SIG. On n'a même pas besoin d'aller taper dans la table des fractiles. D'accord? Donc la table des fractiles, je voulais que vous compreniez et qu'on travaille dessus, parce que si je vous avais balancé tout de suite le SIG, vous n'auriez pas compris. Mais là, je crois que vous pouvez comprendre. OK? Alors, oui? Qui va être limite. Qui va le rendre au-dessus ou en dessous, ouais. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Qui va être limite. Sauf qu'elle n'existe pas forcément. Tu vois, le 0,2% n'existe pas forcément, donc tu as 0,1 ou tu as 0,5%, et ben, c'est entre les deux, tu sais pas. Ben, SIG, il te donne vraiment la bonne valeur. OK? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a réussi à déceler l'importance des variables dans le modèle. C'est puissant, c'est très très important. OK? Donc on sait qu'il y a des variables, on peut tirer des conclusions, on ne peut pas en tirer des conclusions. On sait le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va essayer d'améliorer le modèle. Alors,
On peut aller de manière brute, comme tu le suggères, c'est-à-dire on retire toutes les variables qu'on a trouvées non significatives, mais je vais être beaucoup plus prudent, et donc je vais vous présenter des méthodes un peu plus fines pour améliorer le modèle. Rendez-vous la prochaine fois. Merci. Please visit us at www.agc.edu.